écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux de vous retrouver à la poursuite de notre passé avec un habitué de nos services, l'homme qui vient quand on lui demande des explications. Abdallah Fili, salut. Bonjour Sereda. Comment ça va? Alhamdulillah. Tu as beaucoup de notes, hein. tu m'inquiètes un petit peu. Eh bien, toujours. Tu es un homme vintage, il faut dire que c'est des notes avec du... Tes questions sont exigeantes. Un prof se doit d'être armé. Écoute, non, tu peux me raconter Même ce que si, tu veux. justement, au dire d'Il Razali, qui est un personnage très important, dont on a déjà évoqué en quelque sorte l'existence à l'époque almoravide, eh ben, un jour, il avait en fait compilé toutes ses connaissances. Et en traversant un désert, il a été attaqué par des bandits et ils ont pris toutes ses notes. Et il s'est retrouvé sans rien dire. Et depuis ce jour-là, il a juré de ne plus jamais écrire un mot et d'apprendre par cœur tout le savoir. Avec tout le danger que ça représente pour la postérité, la transmission des savoirs. Et voilà. C'est avant les backups. Exactement. Bon, on va parler de Sebsa. Alors, je vais commencer par dire qu'on est content de consacrer un podcast à cette ville, parce que moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas avant de démarrer cette série de podcasts et de m'intéresser à ce que vous nous apprenez. Pour moi, Sebsa était une ville actuellement ce qu'on appelle un préside occupé. Je crois que c'est la terminologie officielle. Donc, une ville espagnole en pleine côte marocaine. Et j'avais vraiment l'idée complètement fausse que c'était une ville qui avait échappé à la décolonisation, donc qui était restée espagnole, malgré le fait que les Espagnols étaient partis. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je vais aller vite. La ville de Sebsa est devenue portugaise en 1415, par une attaque des Portugais. Ça a été un choc énorme dans le monde, notre monde, voilà, ça a été un choc énorme. Et c'est après Oued el Mejazin que le Portugal ayant disparu, les Espagnols ont pris possession de toutes les colonies portugaises, qu'ils leur ont rendu 60 ans après, sauf Sebsa, parce qu'ils estimaient que c'était leur base arrière et la garantie que l'Andalousie ne rebasculerait pas du côté des morts, c'est-à-dire de notre côté-là. Et donc, en fait, cette ville espagnole n'a jamais été prise par les Espagnols, en fait. Elle a été récupérée par les Espagnols et elle a été donc européenne ou chrétienne depuis 1415. Exactement. Voilà. Et donc, voilà ce que je sais. Et tout le reste, c'est toi qui vas nous l'apprendre. Et donc, d'où peux-tu commencer l'importance de cette ville de Sebsa? On dit que c'est Sebsa. Sebta, exactement. Et d'un point de vue toponymique, bien évidemment, même si c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, je voudrais commencer par ça, cette histoire récente, omniprésente pratiquement dans la littérature, même académique. Il faut dire que son statut actuel, c'est en quelque sorte à présider à sa place en quelque sorte dans la recherche historiographique marocaine. Je ne connais pas de ville aussi bien étudiée que Sebta, à l'exception de Fès. On a des thèses, des livres consacrés à cette ville, notamment dans son histoire médiévale et post-médiévale, moderne et contemporaine. Et je suis pratiquement sûr que ce statut de préside, justement, a beaucoup influencé justement... A forcé l'intérêt sur... Exactement. Voilà. Pour des raisons nationalistes ou autres. Mais Sebta... Malgré tout cet intérêt, c'est pas évident pour beaucoup de gens que l'histoire de cette perte date de 1415. Exactement. Et il n'est pas, en tout cas dans la tête des gens, il n'est pas aussi ancienne. Il n'est pas aussi ancienne dans la mesure où l'histoire justement de l'époque portugaise de Sebta ou même de l'époque anglaise où ils ont tout fait pour conquérir la ville n'est pas connue du tout du grand public. Mais cette histoire, encore une fois, contemporaine et subcontemporaine, a beaucoup influencé l'image que nous faisons d'une ville aussi importante que Sebta. Sebta est beaucoup plus ancienne et d'ailleurs le nom lui-même, il date de l'époque romaine. Il s'appelle Ad Septem Fratres, par référence en fait aux 7 collines qui constituent, on va dire, la topographie de Sebta. Il s'appelle également Septon Oppidum,
c'est-à-dire aussi une ville, oppidum veut dire en fait des forteresses, une ville où la fortification est une caractéristique naturelle bien évidemment et aussi anthropique est une caractéristique du site. C'est un élément fondamental et constitutif de la raison d'être de la ville et d'ailleurs l'histoire récente des Anglais qui ont tout tenté pour conquérir... Mais c'est quand ça les Anglais ça fait... Les Anglais, c'est en fait aux alentours de 1702. Et c'est à cette occasion qu'ils ont conquis Gibraltar. Ils voulaient avoir les deux côtés en fait. Ils voulaient avoir des deux côtés. Et Ceuta, tout le monde le sait, est l'un des ports les plus importants de la Méditerranée occidentale. Donc c'était une guerre entre les Espagnols et les Anglais. Exactement. D'accord. Exactement. Et au gré d'un traité entre les deux parties, eh ben, l'Espagne a cédé en fait Gibraltar aux Anglais à condition de ne plus essayer de conquérir Ceuta. D'accord. Mais l'histoire est beaucoup plus ancienne. J'ai parlé de l'époque antique, de l'époque romaine, mais l'histoire commence très probablement déjà à l'époque phénicienne. Les éléments archéologiques attestant cette présence phénicienne sont très minces. Mais la tradition historiographique voudrait que ça soit dès le 7e siècle avant qu'il y ait une présence phénicienne sur Ceuta. Encore une fois, entre la tradition historiographique et l'archéologie, il y a un décalage parfois, il y a un décalage important. Toujours est-il que la situation géographique de cette ville est très importante et il n'est pas étonnant qu'il ait connu justement une présence humaine très tôt dans l'histoire, sachant que le détroit de Gibraltar est vraiment un passage obligé où les piliers d'Hercule ou quelque chose comme ça, pour les terminologies anciennes, attestent en quelque sorte de l'importance de cette ville. D'accord, alors parlons un peu de la Ceuta musulmane, c'est-à-dire que si je comprends bien ce que tu nous as dit, peut-être dans un autre podcast, elle devient almoravide après un siège de Youssef Msachfine, et elle devient le port andalou, c'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire c'est là où partent les ferries. Mais laisse-moi encore revenir en fait au tout début. Ceuta n'est pas morte avec le retrait des Romains à la fin du IIIe siècle, mais il a connu justement la présence des Vandales, mais plutôt un passage, on va dire, avec très peu d'éléments archéologiques. Il a connu une présence byzantine qui est très importante et qui, en quelque sorte, occupait pratiquement toute la partie islamisée, la partie où les vestiges archéologiques islamiques sont découverts depuis un siècle à peu près. Et surtout, il a participé favorablement dans la conquête islamique de l'Andalousie, par le biais d'un personnage extrêmement important, c'est le comte Julien. Julien. Qui a donné les bateaux. Qui a donné les bateaux, qui avait visiblement des raisons, des comptes à régler avec Roderick, avec Visigoths, et etc. Et donc, c'est en quelque sorte la clé de la réussite de cette conquête islamique. C'est un Byzantin, ce Julien? Alors non, c'est un Nord-Africain, c'est un Amazigh. C'est un Masmoudien, c'est un Romarien. C'est quelqu'un de Romara. Vous allez nous tuer. Chrétien. vous nous avez maltraité nos idées reçues. Alors, ce bonhomme-là, il est chef de Ceuta, Julien. Oui. Il est Masmoudien. Masmoudien, tu dis. Il est de Romara. De Romara. Oui. Donc, mais son chef, c'est qui? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Il y a deux traditions sur cet aspect. Un qui lui reconnaît une dépendance vis-à-vis des Visigoths et une autre qui considère que c'est quelqu'un qui est complètement autonome vis-à-vis des Visigoths et que son lien avec les Byzantins est beaucoup plus fort, étant bien évidemment un chrétien engagé, etc., et beaucoup plus fort qu'avec les Donc Visigoths. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Et il a des bateaux. Et c'est quelqu'un qui vit à la fois dans la principauté et entre Ceuta et Algeciras. Toute la partie sud, l'extrême sud de la péninsule ibérique, en plus de Ceuta et de sa région, Tanger notamment, est sous sa coupe, est sous sa responsabilité. Et donc c'est en quelque sorte le chef des deux rives qui a beaucoup de pouvoir visiblement et qui a contraint les armées musulmanes de discuter, de négocier. Parce que les premiers essais de Moussa ibn Nusayr pour conquérir la ville de Ceuta se sont soldés par un échec cuisant. Et que, c'est à ce moment-là que Moussa ibn Nusayr a engagé des pourparlers avec Julien pour le convaincre, justement, non pas d'abandonner sa religion, ce qu'il n'a probablement jamais fait,
mais de se soumettre en quelque sorte à l'autorité musulmane. Julien, étant donné qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas engager un bras de fer contre les musulmans, eh bien, il s'est engagé dans cette voie et Moussa ibn Nusayr lui a laissé le pouvoir sur Sebta, à condition de payer la capitation, ce qui est un impôt, on va dire, la dhimma, la soumission à la religion musulmane d'un chrétien impose forcément un traité de dhimma qui protège le statut des non-musulmans et en même temps, il leur offre des droits. Des droits, par exemple, de pratiquer leur religion, d'avoir, au niveau de la vie privée, par exemple, d'avoir leur vie privée telle qu'ils l'entendent, contre une somme d'argent annuelle. C'est les dhimmi. Les dhimmi, et cette capitation n'est pas payée par les pauvres, n'est pas payée par les vieux, n'est pas payée par les enfants, n'est pas payée par les esclaves. Il est strictement payé par les gens capables de payer cette capitation. Et donc, il a gardé ça. Il a gardé donc la gestion de sa ville. Bien évidemment, en plus de payer la capitation, il a laissé entre les mains du pouvoir musulman son enfant, ainsi que les enfants des responsables, entre parenthèses, des jeunes responsables de Sebta. Et c'est une façon que l'on découvre à travers l'histoire, que ce soit... Oui, les Romains faisaient ça. Les Romains faisaient ça et les musulmans ont beaucoup fait ça, et surtout Moussa ibn Nusayr. Et ça permet en fait d'islamiser la deuxième génération sans effort considérable, pratiquement. Et donc ça s'est beaucoup pratiqué sous Moussa ibn Nusayr vis-à-vis des chefs de tribus amazirs de l'époque, et ce qui a permis de donner un nouveau souffle à l'islamisation après le retrait de Moussa ibn Nusayr. Très bien, alors maintenant la période suivante de Sebta, c'est laquelle? Alors la période après, c'est bien évidemment la période almoravide. Comme on n'a pas beaucoup, à vrai dire, de sources pour les périodes plus anciennes, et notamment celles des Idrissides, qui visiblement ont gouverné la ville, mais sur vraiment, au niveau documentaire, nous n'avons pas beaucoup de choses. D'accord. Est-ce qu'on a des choses sur les Almoravides? Par contre, à l'époque almoravide, on a beaucoup de textes historiques, notamment, encore une fois, d'Al-Bakri dans ses Masalik, dans la description des routes et des royaumes, Al-Masalik ou Al-Mamalik, et donc qui nous décrit la ville, mais incontestablement celui qui nous a permis en fait de comprendre la gestion de la ville, c'est l'Idrissi, qui est un natif, Sharif l'Idrissi, qui est un natif de Sebta. D'accord, alors, Idrissi est un Sebtaoui. Est un Sebti. Est un Sebti. Ce qu'il dit Sebtaoui aujourd'hui est un Sebti. Très bien. Sous l'époque almoravide, donc on est en 1100 à peu près. On est à l'époque almoravide, on est à partir de 1055 jusqu'à 1147. D'accord. Donc, ce Idrissi, qu'est-ce qu'il nous raconte sur cette ville? Alors, d'abord, il nous décrit les spécificités de la ville, au niveau de l'habitat, au niveau des fortifications, au niveau des portes, au niveau des rues, au niveau des mosquées, tout ça, des hammams, etc. Donc, une description topographique vraiment précise. Et extrêmement précise. Et qu'est-ce que tu en tires comme impression d'un développement, d'une urbanisation poussée, ou d'une petite ville, d'un hameau Ah non, bien évidemment, à partir du XIe siècle, que ce soit à partir de textes d'Al-Bakri et surtout celui de l'Idrissi, on a l'impression d'être devant une capitale régionale très importante, et que l'habitat qui était dispersé, notamment sous les Byzantins et surtout sous les Romains, eh bien, il s'est densifié au point où il a fallu défendre les parties, même les parties extramuros, notamment les parties des faubourgs. Il parle beaucoup de faubourgs, mais fortifiés. Et ça, c'est une spécificité de Sebta. Et c'est pour ça que il est, en termes militaires, il est vraiment imprenable. Parce que c'est une presqu'île avec une seule entrée. Exactement. Voilà. Et de tout temps, et on a parlé des Anglais au début du XVIIIe siècle, et de tout temps, c'était comme ça. C'était une ville imprenable, et j'allais dire que, comme on parle de l'époque almoravide, il a fallu beaucoup d'efforts, et surtout l'engagement de la flotte de Taïfa, de Mu'tamid ibn Ubbad, de Séville, pour mettre à sac la ville, et surtout son gouverneur de l'époque, Saqqot al-Bourwati. Alors, Saqqot, il a résisté donc aux Almoravides. Il a résisté aux Almoravides. Il a eu un siège de Youssouf ibn Tachfin sur sa ville. Long siège de Youssouf ibn Tachfin. De combien de temps?
Je me rappelle plus bien, mais bien long, au point où Youssef Mutashafin a décidé d'abandonner. D'accord. Donc Youssef Mutashafin fait le siège de Sebza, n'arrive pas à rentrer dans la ville, Oui. et c'est l'intervention des Andalous Exactement. qui va permettre à Sebza de passer du côté almoravide, et c'est ensuite les Almoravides qui vont utiliser le port de Sebza pour aller sauver les Andalous. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Wow. Exactement. Et vous voyez que l'échange de bons procédés Ouais. est engagé à partir de cette période. Avec à la fin le Mu'tabid qui va être exilé à Hermet. Exilé à Hermet, Voilà, donc exactement. il envoie les bateaux pour prendre Sebza. Youssef Mutashafin lui envoie les chameaux pour Pour la dégager, Zlaqa. pour la Zlaqa, pour le dégager de l'emprise chrétienne de Alphonse VI. Exactement. Et ensuite, voilà. Et à ce moment-là, donc, on est devant une Sebza almoravide. On est Et c'est dans l'époque une... d'Idrissi que tu nous décris. Exactement. L'époque d'Al-Idrissi, c'est à la fois la fin des Almoravides et le début des Almohades. D'accord. Idrissi, c'est pas le cartographe, non, ça n'a rien à voir. Exactement. C'est le D'accord. grand cartographe, certainement le plus grand géographe musulman de tous les temps. Bah, regardez sur Internet, hein, faites carte Idrissi, vous allez voir la carte de ce savant de l'époque, qui a la particularité, c'est pas un spoiler, d'être à l'envers. C'est-à-dire que dans nos critères à nous, le Maroc étant au sud de l'Espagne, on la met en bas, mais lui, il l'a mis en haut. Exactement. Voilà. Et ça, c'est un parti pris idéologique Ouais. qui est particulièrement intéressant, mais peut-être qu'on va y revenir. Ouais, il faudra revenir sur ce monsieur qui a... Alors, continue de nous parler de cette ville almoravide. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, l'importance économique de cette ville réside justement dans dans sa situation géographique. Au milieu de la Méditerranée, c'est à coup sûr le plus grand port de l'Occident méditerranéen, encore une fois, qui est ouvert sur à la fois l'Orient et sur le Nord, l'Occident, l'Andalousie notamment. Et il a un défaut, c'est que finalement, il n'est pas très riche en termes des ressources hydriques. Et ça a toujours été, encore aujourd'hui, l'un de grands problèmes, il n'y a pas d'eau. L'un des gros problèmes de Sebta, au point, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, c'est au milieu du 19e siècle, le Maroc était obligé de signer un accord avec l'Espagne pour élargir en fait la superficie du Préside. Tout simplement parce que... Pour intégrer des puits. Pour intégrer l'eau et surtout les champs cultivables, justement. Et si ce traité, d'après les historiens, on peut toujours spéculer, et si cette extension n'a pas été faite, les Espagnols ne pourraient pas résister longtemps, parce que, je vais y revenir tout à l'heure, Moulay Ismail a longuement aussi assiégé la ville sans succès. D'accord. Non, la ville, à partir de sa chute entre les mains chrétiennes en 1415, ça a été un peu une épine dans le pied, on va dire, des gouvernants et des systèmes. Mais avant ça, revenons à la période précédente. Il y a d'autres intellectuels qui viennent de Sebza, si je me trompe pas. Alors, pour l'époque almoravide, vous avez raison de le signaler. Je tiens à mentionner un certain Qadi. Il s'appelle Qadi Iyad. Parce que c'est l'homme de l'université de Marrakech, non? Exactement. C'est lui, voilà. C'est depuis 85. Je croyais qu'il était Marrakech. Alors, il est à Marrakech, il est inhumé à Marrakech, mais en fait, c'est un Sebti à la base, dont la famille est andalouse, installée en Andalousie, et puis après, à la fin de l'époque omeyyade de Cordoue, sa famille s'est installée à Sebta. Et c'est quelqu'un qui remonte justement à l'imam Malik ibn Anas. D'accord. Et donc, cette tradition malikite, notamment occidentale, peut se personnifier dans ce personnage extrêmement intéressant, Al-Qadi Iyad. Et depuis son jeune âge, il a participé justement à l'incinération de Kitab al-Ihya d'Al-Ghazali sous Ali ibn Yusuf, au tout début du règne de Ali ibn Yusuf. Donc il y a Kitab al-Ihya qui arrive au Maroc et qui, en quelque sorte, prône une tradition que les Almoravides, très orthodoxes, rejettent complètement. Et donc à ce moment-là, Qadi Iyad était parmi le jury, en quelque sorte, de théologiens qui ont jugé que ce Kitab al-Ihya représente un danger sur la religion. Et donc il faut l'incinérer. Ouais. Et donc ils ont fait un auto-da-fé à la fois à la grande mosquée de Cordoue et à Marrakech. D'accord. Il a été donc lié à cette ville. C'est quelqu'un qui est absolument rigoureux et un peu dur même. Très honnête. Au point où, quand il a été nommé Qadi de Sebta, il a eu pas mal de problèmes. Et quand on l'a transféré, le prince Ali ibn Yusuf l'a transféré à Grenade en tant
qu'au Qadi, il a eu exactement les mêmes problèmes, tellement il luttait contre les corruptions, contre les arrivistes, etc., etc. Et donc, il a été destitué en tant que Qadi, et il a regagné sa ville natale, Sbta. Et il a un parcours assez atypique. Au moment où les Almohades arrivaient au pouvoir, et il s'est révolté contre l'idéologie almohade, notamment contre la doctrine d'Ibn Tumart, et notamment encore et plus précisément tout ce qui relève du chiisme, genre la isma, notamment là, l'impeccabilité de l'imam. Et donc c'est en 1147, la même année où Marrakech a été prise par les Almohades, où les Almohades ont pris Sbta. Il s'est rendu, il a reconnu le pouvoir de Abd al-Mumin en se rendant directement chez lui à Salé. Mais dès son retour sur Sbta, il s'est révolté avec les habitants. Ils ont décapité le gouverneur almohade, etc. Et il a frappé monnaie en son nom. D'accord. Et c'est unique dans toute l'histoire numismatique du Maroc. Donc il y a des pièces de Qadi Iyad. Il y a une pièce de Qadi Iyad, un dinar de Qadi Iyad frappé en son nom à Sbta. D'accord. Mais j'ai toujours pas compris le rapport avec Marrakech. Alors, le rapport avec Marrakech, Ils vont l'attraper. bien évidemment, il est très très bien traité par Abd al-Mumin. Il ne voulait pas, avec tout ce qui s'est passé, Abd al-Mumin avait 1000 raisons pour lui couper la tête. Mais il ne l'a pas fait, il l'a respecté, il l'a nommé juge, vous imaginez, un juge almoravide qui devient juge des Almohades à Tedla. D'accord. Mais il a été tué, en tout cas il est mort dans des conditions assez bizarres dont on ne comprend pas les C'est un sacré destin, tenants. ce Qadi. Oui, exactement. Les tenants et les aboutissants. Et donc à ce moment-là, il a été inhumé en fait à Marrakech, où on a complètement oublié sa tombe, vers Baba Ilan. On a complètement oublié sa tombe jusqu'à l'époque mérinide. Et c'est les Mérinides qui ont découvert, comme ils ont découvert Moulay la tombe Idriss. de Moulay Idriss I, premier, le Moulay Idriss II, et ben, on va dire, c'est pas difficile d'en découvrir une troisième, et plus particulièrement celle de Qadi Iyad. D'accord. Éminent, et je vais y revenir tout à l'heure, éminent, Qadi, Malikite, etc. Et celui qui a institué en fait le degré de sainteté, l'image d'un saint, pour Qadi Iyad, c'est Moulay Ismail, quand il l'a considéré comme un saint de Marrakech. Et donc, il est considéré comme le deuxième personnage dans le pèlerinage des 7 saints de Marrakech. Et donc, c'est un parcours assez exceptionnel pour ce personnage. Après les Almohades, comme j'ai dit, ils ont gouverné la ville et lui ont rendu vraiment le rôle d'une capitale économique très importante, parce que c'est ça qui est très important avec les Almohades, c'est eux qui ont ouvert en quelque sorte la rive nord du Maroc sur la Méditerranée. Avant, les Marocains donnaient le dos en fait à la Méditerranée. Ils ont créé une série de villes en fait Des ports, tu veux dire. Des ports ouverts sur la Méditerranée. Le professeur Triki il a dit, on a découvert ça, qu'il y avait une vraie tradition maritime chez les Almohades. Exactement. Et pratiquement, quand on fait l'inventaire de tous les ports méditerranéens à l'époque almohade, on va découvrir que c'est véritablement eux qui ont créé l'équivalent du port Tangemed. Et c'est vrai, toute proportion gardée bien évidemment, tout au long en fait de la côte méditerranéenne. Alors qu'est-ce qui va se passer, si Abdallah, pour que cette ville soit perdue en 1415 ? Alors, il y a un élément fondamental, c'est les Mérinides, la période mérinide. Les Mérinides. Et c'est certainement, à cette époque, c'est l'apogée, en quelque sorte, de la ville de Sbta. Je suis surpris. Je croyais que tu allais me dire que ça commençait à mal tourner, mais non. Au contraire, pas encore. Il faut attendre encore un peu. Mais ceci dit, c'est à cette époque aussi que Sbta a été attaqué, dès cette époque, par les chrétiens. On peut dire que Sbta est très importante. Pourquoi ? Parce que les Mérinides se sont engagés dans les batailles andalouses. Non seulement contre les chrétiens, mais contre les Nasrides, dont la capitale est Grenade. Et bien évidemment, les Nasrides n'ont pas non plus lâché l'affaire parce que ils ont engagé également des attaques systématiques contre notamment Sbta. Donc Sbta Mérinide est attaqué par les chrétiens et les Nasrides. Et les Nasrides en même temps. Mais par la mer à chaque fois. Et par la mer à chaque fois.
Mais excuse-moi, question peut-être. C'est une attaque par la mer en 1300. On est en 1300 là. Oui. C'est donc des bateaux qui arrivent. Il y a des canons. Il y a des canons et des canons depuis la fin du XIIIe siècle. On a déjà des canons. Donc des bombardements, des bombardements, des débarquements, exactement. Des fortifications du côté de Ceuta. Des fortifications. D'accord. Et d'ailleurs, on assiste des deux côtés de la Méditerranée dès cette époque à une fortification des côtes extrêmement importante. Ça a été étudié plus du côté andalou que du côté marocain. Mais du côté de Ceuta, par exemple, Tanger, etc., il y a une systématisation, une fortification des côtes qui est absolument impressionnante. Pour répondre à cette nouvelle... Exactement. D'accord. Et les Mérinides, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces Alors, on Mérinides? peut retenir justement qu'ils ont rendu, à l'image de toutes les villes mérinides de l'époque, par exemple, on a une madrasa mérinide fondée par Aboul Hassan, à l'image des madrasas de Fès, etc., qui est détruite aujourd'hui, mais dont on a en quelque sorte tout le décor, une grande partie des décors, justement sur bois, etc., qui sont encore conservés dans les musées de Ceuta. C'est bien ça, les Mérinides, c'est beaucoup de jlige, beaucoup de naqsh, beaucoup de naqsh, une profusion, ce qu'on appelle la décoration couvrante. Toutes les parois d'un édifice, notamment des madrasas, c'est raffiné les Mérinides. C'est extrêmement raffiné. C'est pas dans la tradition al-muhad très sobre, mais costaud. Mais costaud, forte, etc. Et très joli aussi, qui on impose parce qu'il y a la force de l'idéologie. C'est plus épuré. Et c'est plus épuré. Contrairement aux Mérinides qui ont une décoration très hiérarchisée, les jambas, le plâtre ensuite, le bois, les corniches en tuiles vertes, etc., etc. D'accord. Et donc là, on a en quelque sorte une ville engagée dans la science. Le Qada'iyad, en quelque sorte, a installé une tradition de savoir. Le Qada'iyad qui est très productif en termes de tradition religieuse, etc. Et c'est pour ça qu'il est considéré... Je dirais, il a créé comme une école, en fait, une tradition de savoir intellectuel à Ceuta. Mais aussi, à l'époque mérinide, avec la madrasa, on a une tradition soufie. Le soufisme s'est imposé dans la ville par notamment une famille qui est andalouse qui s'appelle Azafiyin. La famille Azafi, c'est par exemple celle qui a fêté la première, le Maoulid. Ah bon? Avant, il n'y a pas de Maoulid. Avant, il n'y a pas de Maoulid. Donc c'est une invention en fait. C'est une invention strictement mérinide qui a été donc adoptée plus tard par les Saadiens, par les Turcs, par les Ottomans, Tout ça etc. vient de cette famille. Tout ça vient de cette époque. D'accord, non, de cette famille même. De cette famille plus précisément. C'est fou. Et donc les Mérinides... Donc les Almohades, mais ils ne connaissaient pas absolument pas du tout. Eid Mouloud. Non, absolument pas du tout. Et ni les Almoravides, d'ailleurs, ni les Idrissides, qui sont quand même de la famille prophétique. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est récent, qui est lié à ça, même si, bien évidemment, dans la littérature, la tradition, etc., glorifier le prophète Mohammed est quelque chose qui est ancré. Bien sûr, mais le formaliser. Exactement. Par exemple, le Qada'iyad, il a écrit Kitab Shifa بتعريف حقوق المصطفى. Justement, dans cet esprit de la tradition prophétique. Par exemple, sur le madhab, il a écrit Tartib al-Madarik wa Tanwir al-Masalik li ma'rifati a'lami madhabi Malik. C'est-à-dire, en fait, que là, il a consacré cette image d'une Ceuta extrêmement productive, scientifiquement parlant, et qui a évolué vers une tradition du soufisme qui a été consacrée à l'époque mérinide elle-même, ou les Mérinides, justement, qui ont consacré un peu partout au Maroc, à Armat, cette tradition, cette approche du soufisme. Tout ce que tu nous dis nous aide à comprendre la puissance du choc qui va s'abattre sur la tête des gens quand cette ville, justement, va passer du côté chrétien. Mais est-ce qu'on peut dire que Ceuta est dans les 4-5 grosses villes de Mérinides? C'est-à-dire qu'il y a Fès, il y a Marrakech. Enfin, je parle de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à Fès et Marrakech? On peut rajouter Tanger, on peut rajouter quoi? Il y a Armat, il y a Meknès, d'accord. Il y a Oujda. Et il y a Ceuta. Qui est là-dedans. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Il n'y a pas Tétouan. Tétouan, c'est, on va dire, il existe parce que Ceuta n'existe plus du côté. Depuis le XIe siècle. Non, depuis le XIe siècle, Tétouan existe. On l'a dans la tradition historique sans problème. Mais il n'est pas considéré comme ville. Il prendra une dimension extraordinaire à partir du moment
où Ceuta n'est plus dans le giron du Maroc ou du Maghreb et donc extrême. on développe une ville en face. Exactement, Voilà. exactement. Mais comment est-ce qu'elle va chuter cette ville? C'est une attaque, ça se passe quand? Comment? Donc on sait que c'est 1415, est-ce qu'on peut avoir des détails? Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, le pouvoir ouattacide a périclité pratiquement. Il n'a plus la force de défendre quoi que ce soit. Il n'a Et pas donc, laissé un grand souvenir, ce pouvoir ouattacide. pas du tout, même s'il faut encore certainement chercher à développer la recherche sur cet aspect, parce que c'est une période énigmatique, etc., même si on a encore quelques éléments sur la monnaie, sur etc., mais c'est une période assez obscure. D'accord. À vrai dire, comme il correspond à une période de décadence, on a du mal, en tout cas les historiens, jusque-là, ont du mal à s'engager, même s'il y a quelques recherches, d'étudier en fait cette période de crise. C'est une période de crise. Une période de crise profonde qu'on peut appeler véritablement la décadence, pas uniquement interne, c'est aussi au niveau civilisationnel, c'est un tout qui a fait que ce pouvoir n'a pas pu, en quelque sorte, résister. C'est le tournant du match, hein, c'est ce que nous dit... C'est complètement le tournant. Ton ami l'historien Mehdi Rouelgued parle à ce moment-là de l'inversion des... Complètement. Voilà, de l'arrivée de l'inexorable Occident. Exactement. Et c'est le début de la grande divergence. Voilà. C'est le moment où les caravelles remplacent les caravanes, où la balance des paiements devient négative et la perte la de Ceuta. population, la déperdition voilà, quelques catastrophes également, je crois, et même des catastrophes sanitaires. C'est exactement, oui. Voilà. Oui. Et donc successives. Voilà. Les Saadiens vont amener un sursaut là-dedans. Enfin, exactement. Mais les Saadiens vont évincer les Ouattacides. Mais entre-temps, ça est parti. Et elle est partie comment? Par une attaque maritime? Oui, et c'est pour ça que ça révèle en quelque sorte la faiblesse justement du pouvoir en place. Ceuta n'a jamais été prise du côté maritime que par les Andalous pour faciliter la tâche aux Almoravides et par les Portugais pour la conquérir. Et ça révèle en quelque sorte que le pouvoir, en tout cas les structures du pouvoir ouattacide sont complètement faibles et ils ne peuvent plus résister à la force militaire, technologique de l'Occident. Et c'est ça aussi qui a fait cette faiblesse. Et donc, une fois conquise, bien évidemment, on ne peut plus déloger quelqu'un de Ceuta. Par la mer, par la terre. Par la terre. On ne peut plus. Et d'ailleurs, tous les moyens ont été mis en place par Moulay Ismail pendant des années. Il a fait un siège. Où il a fait un siège énorme de 1694 jusqu'à 1724, 2 ans avant sa mort. Au bout d'un moment, et grâce 1694 à 1724. À 1724. C'est-à-dire 28 ans de siège. 28 ans de siège. Mais grâce au ravitaillement par la mer des Espagnols, eh bien, l'effort considérable de Moulay Ismail, et c'est quelqu'un qui est intraitable, qui est engagé, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour conquérir la ville. Et pourtant, il n'y est pas arrivé. Et les Anglais, par la suite, bien évidemment, en 1702, comme je disais, ils n'ont pas pu non plus la conquérir malgré la force de frappe des Anglais. Mais la ville, c'est comme ça. Et donc, encore une fois, on met l'accent ici sur la faiblesse des structures de pouvoir et structures militaires des Ouattacides qui ont fait que les Portugais ont conquis la ville. Et donc, ils l'ont complètement transformée. Bien évidemment, le pouvoir islamique, avec la conquête musulmane du 8e siècle, il a transformé, par exemple, l'église paléochrétienne en mosquée. Et bien, à l'époque des Portugais, ils ont fait de même, l'inverse. Et ils ont, bien évidemment, profité pleinement de cette ville, économiquement parlant. Ils en ont profité pour élargir leur conquête de l'arrière-pays. Et ça, on le découvre dans les sources inédites de l'histoire du Maroc, etc. Des archives portugaises qui dépeignent justement l'engagement des Portugais dans l'arrière-pays même de Ceuta. C'est-à-dire, quand tu appelles l'arrière-pays, c'est-à-dire le milieu rural, en fait, exploitable et rentable pour faire vivre la ville. Ce qui est très important à cette période, c'est qu'on a un historien qui s'appelle Ansari, qui a écrit un livre exceptionnel sur la ville. Il décrit le moindre détail de la ville avant la conquête portugaise. C'est comme s'il voulait garder le souvenir de la ville avant qu'elle tombe sous la coupe des Portugais. Alors moi j'ai une question, le brave Septi,
Oui. Tu dis, parce que qui s'est réveillé le matin, donc il est dans sa ville tranquille. Ils sont attaqués par, je sais pas si c'est Joao, le roi portugais. Enfin, les troupes portugaises. La ville chute, elle change de pavillon. Il fait quoi? Il reste, il se convertit, il part. Est-ce qu'il change de vie ou je sais pas comment. Non, majoritairement, on a plusieurs types en quelque sorte. Majoritairement, les gens quittent parce qu'ils ne supporteraient pas de payer l'impôt aux Portugais. Ceux qui ont la capacité de supporter justement de payer l'impôt, et notamment les commerçants, etc., finissent par abandonner leur présence sur place parce que les impôts sont très lourds, de plus en plus lourds. Ils sont plus lourds que sur les bien ceux des Mérinides. Bien évidemment. Et donc, ils ont profité aussi de cette imposition exacerbée qui s'abat sur eux pour quitter les lieux. Pour le moment, sincèrement, je n'ai pas découvert, et il faudrait demander aux spécialistes, et on a beaucoup sur Ceuta, s'il y aurait des conversions, notamment. Des conversions de population sous, on va dire, l'hégémonie portugaise. Parce que le professeur Chibali, que tu connais, Aboul Qassem Chibali, nous a fait un énorme podcast, même je pense 3 podcasts sur les Portugais. Et lui, il insiste plutôt sur les côtes atlantiques, où il y a eu effectivement parfois des conversions. Il y a eu de l'esclavage aussi. Oui. Sur les côtes du côté de Mazagan, Azemmour, avec des gros chiffres. Il nous a donné des gros chiffres de population locale ponctionnée par l'empire portugais en croissance. Et à ça, on ne sait pas si ça s'est passé. L'esclavage, mais volontaire, en fait. Oui. Volontaire. Oui. Parce que les habitants ayant vécu des familles, etc., ils vendaient leurs enfants, ou tout simplement celui même qui est incapable de subvenir à ses besoins dans ces régions, il prend la décision de se soumettre justement aux Portugais en tant qu'esclave et d'aller chercher bonheur ailleurs, en quelque sorte. Mais pour Ceuta, sincèrement, je ne sais pas si ça existe, ce genre justement d'esclavagisme qui a été mené sur des milliers de personnes dans la région d'Idukala notamment, etc., et dont on a la trace dans les archives. Alors j'ai une question, tu connais Ceuta ? Je connais Ceuta. D'accord. Quelqu'un qui irait à Ceuta aujourd'hui, qu'est-ce qu'il trouverait de la période pré-1415 en fait ou est-ce que tout a été effacé et reconstruit par les Portugais puis par les Espagnols, ou il y a encore des vestiges mérinides ou almoravides là-bas? Alors il y a beaucoup de choses qui ont subi un changement radical. Tu as parlé de la mosquée qui est devenue l'église. J'ai parlé de la mosquée. C'est celle qui est à gauche quand on arrive. Effacée, exactement. Sur une place. Sur une place, mosquée, ça. Exactement. Et on a les fortifications qui ont beaucoup changé au gré du temps, etc. Il y a des fortifications du 18e, 19e, 20e, mais il y a également des fortifications mérinides à Ceuta, et notamment dans les faubourgs qui ont très peu subi les aléas de l'urbanisation, etc. Mais ce qui est très bien à Ceuta, c'est qu'ils ont un service archéologique extrêmement dynamique et qui nous a fait découvrir la madrasa, par exemple. Elle existe encore? Il existe encore. Le bâtiment lui-même, mais qui a été complètement modifié. Mais archéologiquement, on a des niveaux de la madrasa Al-Jadida de Ceuta. Al-Jadida veut dire qu'il y a d'autres madrasas plus anciennes que celle d'Aboul Hassan. Et on a tous les vestiges justement de cette madrasa, notamment des liges, des bois sculptés, etc., qui sont au musée de Ceuta. Ah, il y a un musée à Ceuta. Il y a un musée de très grande qualité à Ceuta. Mieux encore, on a des niveaux extrêmement intéressants de l'époque omeyyade. Et notamment les fortifications omeyyades qui ont un module de pierre, un appareillage par exemple de construction très spécifique qui est en quelque sorte le cachet califal dans les villes comme Ceuta, Tanger, Algeciras, et Cordoue, etc. Toutes les villes en quelque sorte où il y a la présence omeyyade, la présence califale, eh bien il a été justement, on découvre ce type d'appareillage de construction, etc. On a également une petite mosquée de l'époque, une mosquée de quartier, à peu près ce qu'on appelle la mosquée des 5 prières en fait, avec un mihrab, etc., qui est de l'époque donc Al-Muhad et Al-Moravid, Al-Muhad, qui a été découvert il y a à peu près 5 ou 6 ans. D'accord. Au niveau des artisanats, depuis les années 90, ils ont découvert l'atelier de poterie mérinide. Et donc, étant donné que Ceuta, c'est un lieu de production de céramique extrêmement florissant et qui a irrigué pratiquement tous les sites du nord du Maroc. À chaque fois qu'on prospecte ou on fouille dans les sites, jusqu'à Fès d'ailleurs, dans cette partie, on découvre les céramiques de Ceuta.
Et notamment les marmites, parce que, tu sais, produire un tagine ou une marmite est beaucoup plus complexe que de produire un plat décoré, etc. Parce que la marmite et la casserole sont censées supporter les chocs thermiques. Et donc, on peut les mettre sur le feu sans problème. Contrairement à un plat où, au moment où tu le mettras sur le feu, bien évidemment, il va exploser. Voilà, je sais, j'ai fait ça quand j'étais petit. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On a eu donc un septa de Julien, un septa de Mérini, de Youssef Msachfine, de notre ami, comment il s'appelait le Qadi Iyad. Non, le Qadi Iyad, mais avant Sarkot le Borwati, du Qadi Iyad, du cartographe. Idrissi, de l'Azafi et dont Eid Maoulid. Quoi d'autre? On a eu le septa portugais, le septa encerclé par Moulay Ismail, et ça donne une ville à l'histoire très riche. Merci beaucoup, Abdel. Merci à vous. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.